merci d'être présent pour ce premier webinaire d'une série de 4 webinaires qui va s'axer autour vraiment du développement d'entreprises et particulièrement d'entreprises libérales. Donc j'ai pu voir que sur les inscrits, on avait des avocats d'affaires, des experts comptables, des conseillers en gestion de patrimoine et quelques notaires et huissiers de justice. Et donc je vois que pour l'instant, tout le monde n'est pas présent, mais j'espère que ça fera venir les autres inscrits. Pourquoi j'ai décidé de créer cette série de webinars? Simplement parce que quand j'étais encore le patron d'Anomia, je faisais un webinar toutes les semaines et c'est un format que je trouvais assez sympa parce qu'on pouvait se parler de façon extrêmement simple. Je pouvais avoir le temps d'expliquer certains et je sais que les avocats étaient très souvent au rendez-vous. Donc, on va voir si c'est la même chose côté expert comptable et autres professions libérales réglementées. Donc, cette série de webinaires, elle va s'axer autour de 4 thématiques, dont la première va être celle de ce soir, sur le positionnement stratégique des professionnels libéraux. Le second, la semaine prochaine, sera sur la stratégie de notoriété. Ensuite, on aura la stratégie d'acquisition. Et enfin, on aura la conversion. Donc, avant de pouvoir commencer ce premier webinaire sur le positionnement stratégique, je vais me présenter. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard. J'ai 30 ans. J'ai passé 25 ans de ma vie à Nancy. Moi, à la base, je n'étais pas voué à devenir un patron d'entreprise. J'ai fait 5 ans de droit. J'ai fait le DGCE de Nancy. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le diplôme de juriste conseil d'entreprise, où on fait de la fiscalité, du droit des sociétés, du droit du travail, de l'IPIT, un master généraliste en droit des affaires. Et après ça, j'ai passé les concours d'une école d'ingénieur et d'une école de commerce. Et je suis arrivé à HEC et Polytechnique dans la majeure entrepreneur. Et depuis 2020, je crée des entreprises et je les développe dans le secteur des professions libérales réglementées. J'ai notamment créé en 2020 la société Anomia, qui était un cabinet de conseil en stratégie à destination exclusive des cabinets d'avocats, que j'ai revendu en septembre 2022 à un groupe qui s'appelle Xelia, que les avocats connaissent peut-être parce qu'ils développent un logiciel métier pour avocats qui s'appelle Diapaz. Et à la suite de cette session, j'ai opéré la transition pendant une année et j'ai constitué un groupe autour de 3 entreprises. La société Neria, qui est un cabinet de recrutement à destination exclusive des cabinets d'avocats, qui a été créé avec Eva Chic. La société Ourama, qui est une société qui fait de la création de sites internet et du marketing pour les professions libérales réglementées, qui est dirigée aujourd'hui par Louis Gaillot. Et enfin, la dernière petite de ce groupe, qui est la société Libéral Conseil, qui est un cabinet de conseil en stratégie exécutive et opérationnelle à destination des professions libérales réglementées. Donc nous, notre objectif avec ce groupe, c'est de réussir à accompagner les professionnels libéraux dans la globalité des problématiques liées à l'empreinte digitale, à la stratégie d'entreprise et aux ressources humaines, qui sont selon nous les 3 axes clés du développement et du passage de cap d'une entreprise libérale. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. L'objectif, c'est pas de faire de la pub pour ce groupe ou de ne pas parler de chacune des entreprises. Sinon, vous allez me dire que je fais de la réclame, ou en tout cas, ça c'est ce que diraient mes grands-parents, mais en tout cas que je fais pour mon activité. L'objectif, c'est que vous puissiez qui vous parle pour que vous puissiez prendre la teneur et dire il est peut-être un peu trop marketo, donc je vais peut-être un peu nuancer le propos, ou au contraire, il a peut-être un regard pertinent sur ma profession parce qu'il a déjà travaillé avec quelques clients. Je vous donne juste un chiffre et après on commence sur le sujet du jour. Moi, chez Anomia, j'ai accompagné plus de 600 cabinets d'avocats et sur nos 3 activités cumulées, aujourd'hui, on a accompagné plus de 1200 entreprises, ce qui fait qu'en réalité, on a quand même un bon regard et un bon recul sur ces professions. Donc, pourquoi j'ai décidé et je vous ai proposé le thème du positionnement stratégique aujourd'hui, c'est que ce thème-là, en réalité, c'est la principale problématique qu'ont les entreprises libérales. Concrètement, le positionnement, c'est quoi? C'est un cumul de 3 choses. C'est la capacité à être perçu sur le marché par ses clients cibles, par ses partenaires, par les ressources humaines que cette entreprise va pouvoir intéresser pour finalement réussir à grandir, à croître et à réussir son développement. En d'autres termes, le positionnement, c'est le cœur de tout.
C'est-à-dire que si le positionnement n'est pas bien travaillé, si le positionnement n'est pas clair, si le positionnement n'est pas affûté, tout ce que vous allez faire en termes d'action va être extrêmement énergivore pour produire un résultat qui va être extrêmement limité. Vous avez déjà dû l'entendre à plusieurs reprises. Certains de vos confrères, certains de vos consoeurs, des notaires, des avocats, des huissiers de justice, des experts comptables vont pouvoir dire, moi, tu sais, Valentin, j'ai déjà un site internet, j'ai déjà écrit des articles, mais en réalité, ça ne fonctionne pas. Cette analyse est très certainement vraie, mais elle est incomplète. C'est que ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas, une cible déterminée et un contenu qui est suffisamment affûté pour réussir à toucher cette cible. Deux, une stratégie qui ne colle pas à la cible qu'on essaye de toucher parce qu'on n'utilise pas les bons canaux, pardon, ou on ne déploie pas les bons contenus. Trois, on a potentiellement une stratégie d'acquisition qui passe à côté de ces cibles. Et enfin, la problématique finale peut être sur la conversion. Donc, si cette première pierre est mal posée, celle du positionnement, si elle est mal taillée, si elle est mal travaillée, on passe à côté de la globalité du bon développement de l'entreprise. Donc, le positionnement se compose d'une clientèle cible, d'offres. Qu'est-ce qu'on va vendre à cette clientèle cible? Quelle est notre proposition de valeur à destination de cette clientèle cible? Et enfin, à quel prix et avec quel modèle économique on va vendre nos prestations. Donc, ce qu'on va essayer de voir ensemble ce soir, ce sont ces trois éléments, qui sont trois éléments constitutifs du positionnement. Mon objectif, c'est pas de vous transformer en docteur en économie, stratège en entreprise, c'est essayer de vulgariser au mieux, sans pour autant faire de simplicisme, le fait de pouvoir vous expliquer ce qu'est le positionnement et comment concrètement le mettre en place au sein de votre activité. Je vais développer ces trois points sur une trentaine de minutes, une quarantaine de minutes, on verra en fonction des éléments que j'ai à vous apporter. Et après, ce que je vous proposerai, c'est que chacun, vu qu'on n'est pas très très nombreux, que chacun puisse, s'il le souhaite, réactiver sa caméra, réactiver son micro, pour qu'on finisse sur une vingtaine de minutes de questions-réponses ou de discussions. Je mets dès le départ un disclaimer, je suis quasiment aveugle. Donc concrètement, si vous écrivez dans le chat, si vous posez des questions, je ne pourrai pas les lire. Donc c'est pour ça que je fonctionne comme ça, si c'est bien pour vous. Alors concrètement, on se souvient, le premier point du positionnement, c'est donc la manière dont on veut être perçu sur le marché. Si derrière, on n'est pas bien positionné, ben, en réalité, le message ne sera pas le bon, la cible sera loupée, les candidats qu'on veut faire venir chez nous ne pourront pas venir chez nous. Et donc c'est vraiment la pierre angulaire de tout ce qui va pouvoir se passer. Donc concrètement, la première chose, c'est de définir sa cible. Définir sa cible, c'est extrêmement difficile. La première chose à savoir, c'est que il faut complètement gommer une espèce d'idée commune qui est partagée depuis des années et des années. C'est que, ce n'est pas la clientèle qui choisit son professionnel, c'est le professionnel qui choisit sa clientèle. Il y avait un vieil adage chez les avocats, et notamment les avocats qui avaient déjà une vingtaine ou une trentaine d'années de barreau, quand on leur posait la question en disant, mais qu'est-ce que tu cibles en termes de clientèle? Qui est-ce que tu choisis comme client? Ils prenaient un peu de recul et disaient, non, non, c'est pas le moi qui ai choisi ma clientèle, c'est ma clientèle qui m'a fait. Donc concrètement, si j'étais avocat pénaliste et que beaucoup de chauffeurs de taxi sont venus me chercher, ben, en fait, je suis devenu l'avocat pénaliste référent des chauffeurs de taxi. Si j'étais avocat en droit des sociétés et que les restaurateurs venaient me voir pour la session de fonds de commerce, bien en réalité, je devenais la référence des restaurateurs sur le fonds de commerce. Et ça s'alimentait par le mécanisme du bouche à oreille. Ça, c'était une réflexion qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait conserver dans un monde où l'information était extrêmement silotée, dans un monde où l'information n'était pas accessible, dans un monde où en réalité, par une simple recherche sur votre moteur de recherche préféré ou votre outil d'intelligence artificielle préféré, on ne pouvait pas avoir de réponse claire à une question qui était posée. Donc on fonctionnait finalement au bouche à oreille, où on demandait à un individu qu'on estimait pour tel ou tel aspect, qui est-ce qu'il nous recommandait comme professionnel pour faire telle ou telle chose.
Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, c'est le professionnel qui doit choisir sa clientèle et donc clairement l'exprimer pour faire en sorte que celle-ci puisse venir à lui. Donc, on oublie que sont mes clients, c'est deuxième point, on a souvent une phrase qui dit, mais en fait, Valentin, moi, si je me positionne, si je choisis une cible déterminée, je vais passer à côté de cibles qui auraient pu être intéressées par mes services, mais qui finalement ne m'ont pas contacté. Pour prendre un exemple simple, je suis expert comptable, je décide de me positionner sur le secteur des cardiologues, et donc je veux devenir l'expert comptable des cardiologues. Le réflexe de l'expert comptable, et qui est un réflexe commun, partagé par beaucoup, pourrait être de dire, mais Valentin, en fait, si je fais ça, bah, en fait, le jour où il y a un dentiste, le jour où il y a un avocat, le jour où il y a un artisan, le jour où il y a un patron de PME du secteur industriel, le jour où il y a un DA d'une beauté, qui a besoin potentiellement d'un service que je peux proposer, il va voir que je suis positionné sur le secteur des cardiologues et donc il va se dire que je suis pas fait pour lui, donc il va pas me contacter. C'est vraiment un raisonnement de se dire, bah, en fait, en choisissant, je vais finalement passer à côté de tel ou tel aspect. Il faut vraiment sortir de ce pan-là parce qu'aujourd'hui, la pratique communément admise dans chacun des secteurs d'activité, c'est qu'un professionnel qui s'adresse à tout le monde ne parle en réalité à personne. Aujourd'hui, personne par hasard ne tombe chez vous, ne tombe sur votre site internet, n'entend parler de vous, sauf par réseau concentrique ou par moyen de recommandation. La deuxième chose, c'est que le reste du marché a complètement bougé et les acteurs sont de plus en plus positionnés. Et entre un professionnel qui déciderait d'avoir un positionnement spécifique, je reprends l'exemple de mon expert comptable spécialisé sur les cardiologues, en réalité, ça lui permet de resserrer complètement sa cible, d'avoir un message qui est clair à destination de cette population. Et au vu du nombre de cardiologues présents sur le territoire national, et si le nombre de cardiologues présents sur le territoire national est suffisant, de réaliser une très très belle activité sur ce secteur. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'étais avant sur un mien spécialisé exclusivement sur les cabinets d'avocats et les cabinets d'avocats d'affaires. Ça doit représenter 20 000 personnes sur le territoire national. Peut-être 2 000 cabinets d'avocats, et quand je parle de cabinets d'avocats, je parle même d'avocats à 2, 3, peut-être 4 personnes à l'intérieur, donc des toutes petites structures. Donc concrètement, on avait une vingtaine de salariés, donc on arrive quand même à développer des activités extrêmement lucratives, extrêmement pertinentes, en réussissant à se positionner sur des niches d'activité. L'exemple que je peux vous donner, c'est un exemple que je donne assez souvent, c'est que imaginez que vous vouliez vous mettre à courir des marathons. Il y a le marathon de Paris qui va se courir dimanche. Malheureusement, vous connaissez l'histoire, un ligament croisé, j'ai pas pu y participer. Imaginez que vous soyez coach sportif. Vous avez le choix entre deux coachs sportifs. Un qui se positionne comme étant un coach sportif spécialisé sur les préparations au marathon et un deuxième coach sportif qui est un coach sportif spécialisé sur les préparations au marathon, donc sur la base, le même positionnement, mais à destination des professionnels libéraux. Par essence, c'est simple, par réflexe. Si vous ne connaissez pas ces individus et que vous ne les avez pas entendus, vous n'avez pas d'amitié vis-à-vis de l'un, d'amitié vis-à-vis de l'autre, ou d'inimitié vis-à-vis de l'un, ou inversement, par essence, la majorité d'entre vous va se tourner vers la deuxième option que je viens d'évoquer. Pour une raison simple, c'est que intuitivement, on va se dire, mais en fait, s'il se positionne comme étant un coach sportif spécialisé dans la préparation du marathon à destination des professions libérales réglementées, c'est qu'il connaît nos contraintes, c'est qu'il connaît notre mode de fonctionnement, c'est qu'il a déjà l'habitude de travailler avec des gens comme moi. Et donc, par définition, il me connaît sans me connaître. Le professionnel libéral va se dire, mais en fait, oui, il sait
que concrètement, moi, je dois faire tourner mon business. Ça veut dire que je ne peux pas me blesser parce qu'en réalité, en termes d'assurance et de congé maladie, ben, en fait, j'ai pas grand-chose. Il sait que concrètement, pour les avocats, bah, j'ai des audiences, j'ai potentiellement des closings, des gardes à vue pour les pénalistes ou des choses qui vont avoir un impact sur mon emploi du temps. Pour les experts comptables, la période fiscale de janvier à mai, qui est extrêmement difficile, dans laquelle ils sont extrêmement sollicités. Donc, ce coach sportif spécialisé en marathon sur les professions libérales réglementées, c'est déjà tout ça. Et donc, il va pouvoir adapter son calendrier de préparation au fait que, ben, en réalité, je ne sois pas comme les autres. Je n'ai pas un 35 heures, je ne commence pas à 9 heures du matin et je finis pas à 17 heures. C'est pas mes horaires. Mais donc, vu qu'il travaille qu'avec des professionnels libéraux, ben, en réalité, il sait tout ça et donc il adapte ses programmes de préparation au marathon pour que ça puisse être tenable en tant que professionnel libéral. Donc, vous voyez bien la force du positionnement. C'est qu'en réalité, par un simple élément de langage, par une simple phrase, il a réussi, ce coach sportif inventé qui n'existe pas, à repousser toute une partie du marché en choisissant de travailler avec un certain nombre de professionnels que sont les professionnels libéraux du droit du chiffre, de la santé et de l'immobilier. Et donc, il est passé d'un potentiel de, je vais raconter une bêtise, en France, 35 millions de personnes à potentiellement 500 000 ou 600 000 personnes qui correspondent à sa cible. Et il l'a fait par hasard, ce coach sportif. Il l'a fait parce que sur les tableaux INSEE qu'il voit, ben, en réalité, les professionnels libéraux, par rapport au reste de la population, sont des gens qui ont, en général, un pouvoir d'achat beaucoup plus important. Et donc, les services de ce coach sportif à destination des professions libérales réglementées, il est fort probable qu'ils soient plus chers que les services de ce premier coach sportif qui n'existe pas. Donc, la détermination de la cible et la manière dont vous allez l'exprimer va être vraiment primordiale dans votre développement. Cette phrase-là, elle n'est pas choisie par hasard. En règle générale, on va réussir à étudier un marché pour pouvoir se dire, mais en fait, comment je me positionne? Pour se positionner, il faut faire trois choses sur la définition de la cible. La première chose, c'est qu'il va falloir euh, estimer ce qu'on appelle le marché adressable. Le marché adressable, c'est quoi? C'est le marché théorique que vous pourriez adresser si la globalité des entreprises ou des particuliers d'un secteur d'activité donné travaillaient avec vous. Si je prends l'exemple des cabinets d'expertise comptable, je crois qu'en France, il existe 19 881 cabinets d'expertise comptable. Bah, en réalité, mon marché adressable sur le secteur de l'expertise comptable, c'est ce chiffre-là. C'est un chiffre théorique pour une simple et bonne raison. Aucun acteur ne peut travailler avec la globalité des entreprises de son secteur d'activité. Donc concrètement, il faut que je vois si, en termes de marché, c'est suffisant ou c'est beaucoup trop important. Suffisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends le prix moyen d'une de mes prestations, donc ce qu'on appelle le panier moyen par client, que vous obtenez en prenant la globalité de vos clients obtenus sur une année, que vous allez prendre, et avec ce chiffre-là, vous allez le diviser par votre chiffre d'affaires. Concrètement, vous faites 1 million de chiffre d'affaires, vous avez 10 clients, vous avez un panier moyen à hauteur de 100 000 euros par client. Vous avez 1000 clients, vous avez un panier moyen à hauteur de 10 000 euros par client, et ainsi de suite. Donc l'objectif, c'est de pouvoir se dire, bah, concrètement, moi, mon objectif de chiffre d'affaires à la fin de l'année, c'est 500 000 euros. J'ai un marché adressable qui est à hauteur de 1000 entreprises. Mes prestations sont de 1000 euros. Ça veut dire que mon marché adressable est un marché à 1 million d'euros. 1000 fois 1000, si je ne raconte pas de bêtises. Euh, donc là, on a un sujet. C'est-à-dire que si je n'ai que 1000 entreprises, que mon panier moyen est à 1000 euros et que je veux faire 500 000 euros de chiffre d'affaires, ça voudrait dire que je dois réussir à travailler avec la moitié des entreprises de mon secteur visé, ce qui concrètement est extrêmement complexe. Donc, on estime que un bon positionnement,
C'est réussir à prendre entre 2 et 7 à 8% de son marché sur les 3 premières années du positionnement. Donc concrètement, sur mon secteur des cabinets d'avocats et mes 35 000 personnes, il faudrait que j'arrive à travailler avec, pour avoir de très bons résultats, environ 2 200 personnes. OK, ça c'est le haut de mon panier. Et le bas de mon panier, ça pourrait être un peu moins. Donc, on se positionne et on va jouer sur les variations de la taille en fonction de ce qu'on veut réaliser par rapport à son panier moyen. Donc, pour le faire de façon intelligente, on commence par des grands secteurs. Si je prends l'exemple d'un secteur que vous connaissez, les professions libérales, en fait, voilà, en France, on va se dire, bon, en fait, il y a les professions libérales et les professions libérales réglementées. À l'intérieur des professions libérales réglementées, moi, je considère qu'il y a 4 segments. Le segment du droit, le segment du chiffre, le segment de l'immobilier, le segment de la santé. À l'intérieur de ces segments, ou de ces catégories, on a encore des sous-segments. Dans le segment du droit, on a les avocats, on a les notaires, on a les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les commissaires de justice, donc la fusion des huissiers et des commissaires-priseurs. On a les conseillers en propriété industrielle et les conseillers en propriété intellectuelle. Et on peut potentiellement mettre les greffiers du tribunal de commerce. Donc, j'ai déjà, à l'intérieur de cette catégorie, 6 ou 7 sous-catégories qui vont pouvoir être adressées de façon isolée. Et je peux faire la même chose sur les métiers du chiffre. Sur les métiers du chiffre, j'ai les experts comptables, j'ai les conseillers en gestion de patrimoine, j'ai les conseillers en investissement financier, j'ai potentiellement les family office, j'ai ceux qui font du crédit hypothécaire, j'ai les courtiers en assurance et les courtiers en prêt. Et sur le secteur de l'immobilier et de la santé, j'ai encore d'autres métiers. Donc, en fonction du nombre d'entreprises que je souhaite adresser, en fonction de la taille du marché que je veux aller chercher, je vais pouvoir me dire, ben, en fait, moi, mon positionnement, c'est que je veux être expert comptable à destination des professions du chiffre et je veux adresser les conseillers en gestion de patrimoine qui font au minimum 2 millions d'euros d'encours annuel. Et là, mon objectif, c'est de voir combien d'entreprises rentrent dans ce scope. Je vais prendre un exemple qui est très certainement faux. 1000 personnes. Je vois que mon panier moyen annuel sur ces clients est de, une fois de plus, une bêtise, 10 000 euros. Mon objectif est de faire 200 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, vu que j'ai un panier moyen à 10 000 euros, il me faut 20 clients. 20 clients sur 1000 personnes, ça fait un marché adressable donc, de 1000 entreprises et un nombre de clients atteints qui est de 0,2%. Donc concrètement, le positionnement stratégique que je mets en place par rapport à mon marché adressable et par rapport à mon panier moyen me paraît pertinent et moi, expert comptable, patron de mon cabinet d'expertise comptable, je vais pouvoir affiner mon positionnement stratégique pour crier haut et fort à la globalité du marché de mes confrères, de mes cibles, conseillers en gestion de patrimoine disposant d'au moins 2 millions d'encours et de mes partenaires, avocats, notaires, experts comptables, banquiers, que moi, expert comptable, je veux travailler avec ces cibles et uniquement avec ces cibles parce que c'est les cibles que j'adresse. C'est-à-dire que votre positionnement est figé et des actions de notoriété, d'acquisition, de conversion vont converger vers cette cible. Et là, on peut commencer à rentrer dans des choses qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement amusantes. On va se dire, OK, mais en fait, ils sont où ces patrons de cabinets de gestion de patrimoine? Dans quel club ils sont présents? Sur quel réseau ils sont présents? Qu'est-ce qu'ils regardent en termes de contenu? Qu'est-ce qu'ils consomment? Où est-ce qu'ils sont le week-end? Quelle presse ils vont pouvoir lire? Quelle radio ils vont écouter? À quel message ils sont réceptifs? Quelles sont leurs émissions préférées? Est-ce qu'ils préfèrent l'écrit? Est-ce qu'ils préfèrent l'oral? Est-ce qu'ils préfèrent la vidéo? Mais ils sont comment ces gens? Est-ce qu'ils sont assez égotiques? Est-ce qu'ils aimeraient pouvoir parler d'eux sur un podcast, parler d'eux devant une vidéo? Est-ce qu'ils aimeraient avoir des articles sur eux? Et en fonction de la globalité des informations que vous allez réussir à collecter, votre stratégie de notoriété et d'acquisition dépendra de ça. Pourquoi chez Ourama, Neria et Libéral Conseil, on a décidé de mettre en place du podcast? C'est pas parce que ça nous fait plaisir. Enfin, en l'occurrence, c'est le cas.
mais c'est parce que les professionnels qu'on cible aiment parler d'eux. Ils aiment qu'on puisse parler de leur parcours, de ce qu'ils ont fait, de leurs choix, de la façon dont ils se développent, des challenges qu'ils ont à relever, de l'évolution de leur profession. Mais la réalité, c'est que tout le monde aime ça. Mais grâce à ça, vous allez avoir des professionnels, on considère ma métaphore filée, ou plutôt mon exemple filé, des patrons de cabinets de gestion de patrimoine qui vont être entendus sur ces podcasts. Et donc, d'autres conseillers en gestion de patrimoine vont venir les écouter. Et d'autres conseillers en gestion de patrimoine vont s'intéresser à vous en se disant, mais c'est qui, monsieur l'expert comptable X, qui interviewe mes confrères et consoeurs gestionnaires de patrimoine? Je trouve ça super intéressant de pouvoir avoir des retours de marché. Je trouve ça super intéressant et j'aimerais beaucoup, moi aussi, passer dans ce podcast. J'aimerais aussi beaucoup pouvoir le rencontrer. Ah, mais il fait pas que du podcast, il publie aussi des articles, il publie aussi des livres blancs. Ah, mais il est expert. Prévisionnel, prévisionnel, complètement à côté de la plaque. J'ai pour faire une évaluation sur de la commission aux apports parce qu'en réalité, j'ai un client qui le sollicite. Je vais pouvoir le contacter. Donc, grâce à ce positionnement extrêmement restrictif, mes patrons de cabinets de conseil en gestion de patrimoine qui ont au moins 2 millions sous en cours, étant donné que je les connais par cœur, parce qu'en réalité, je m'intéresse qu'à eux et je m'intéresse plus aux dentistes, aux pharmaciens, aux charcutiers, aux bouchers, etc., etc., ben, en fait, j'ai le temps de leur donner du temps. J'ai le temps de savoir ce qu'ils aiment, de savoir ce qu'ils n'aiment pas, de connaître leurs craintes, de les connaître par cœur. Et vu que je les connais par cœur, ben, ma stratégie de notoriété, ma stratégie d'acquisition et ma conversion, je vais pouvoir les peaufiner pour faire en sorte que ça soit une recette parfaite qui puisse permettre de développer mon cabinet d'expertise comptable. Ok, donc la détermination de la cible, elle est extrêmement pertinente, elle est extrêmement importante, et sans ça, tout ce que vous ferez et tout ce qu'on verra la semaine prochaine sur la notoriété, la semaine d'après sur l'acquisition et la semaine encore d'après sur la conversion, sera complètement inopérant. Je vois énormément de professionnels libéraux, et quand je dis énormément, c'est 95% au grand minimum, qui vont finalement travailler sur leur communication. Donc, la communication est un pan de la notoriété, mais il y a pas que ça, mais c'est un pan de la notoriété, où on fait Internet, on va faire déclaration dans le monde du chiffre, dans le monde dans compta online, des sites juridiques, ou que sais-je. Et puis en fait, ça s'arrête là. En fait, communiquer, en fait, il faut le faire. On va faire des posts sur LinkedIn. Et on ne sait pas concrètement où est-ce qu'on va. On n'a pas défini le chemin, on n'a pas défini la cible. Et donc, tout ça, c'est un énième coup d'épée dans l'eau, une énième annonce qui est faite sur LinkedIn, sur la LGA. Et en fait, on laisse passer ça et ça ne crée pas d'impact. Donc vraiment, si je peux vous demander une chose, plutôt que de donner de l'argent à des agences de communication, des agences qui vont créer vos sites internet sans avoir travaillé votre positionnement, ça ne sert à rien. Vous allez juste jeter de l'argent par les fenêtres. Si ça vous rassure d'avoir un site internet pour vous lancer, etc., faites-le, mais faites ce travail de vous interroger sur la cible que vous visez, les offres que vous allez proposer et le prix et le modèle économique que vous allez proposer au marché pour pouvoir être pertinent. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous par rapport à la détermination de la cible, c'est que j'ai pris des exemples pour vous montrer le caractère restrictif. Il ne faut pas non plus que cette cible soit trop large. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas me dire, ben, le truc que je vois le plus souvent, c'est je m'adresse aux TPE-PME. Je dis, ok, c'est super. Il y a 4,2 millions d'entreprises qui correspondent à ces critères en France. Donc concrètement, tu t'adresses à personne. C'est comme si je demandais à un ami quel est ton style de femme et qui me répondait une femme qui a des cheveux et qui respire. Ben oui, non, c'est pas le cas. C'est pas un style, ça. C'est pas un c'est pas une caractéristique. C'est pas un positionnement. C'est beaucoup trop large. Donc je connais pas le nombre de femmes présentes en France, mais je dirais à peu près 50% de la population, donc 35 millions de femmes. Ça ne va pas, ça ne correspond pas. Donc c'est vraiment la même chose pour le positionnement. Si le chiffre est trop élevé, pardon, si le nombre est trop élevé, en réalité, ça veut dire que votre positionnement n'est pas clair. Quand vous avez déterminé une cible, ça ne veut pas pour autant dire que votre positionnement est clair. Il faut réussir vraiment à cumuler les trois éléments que je vous ai évoqués. Donc, désolé, hein, la pédagogie vient de la répétition, j'espère que ça sera pas trop embêtant, mais
on détermine sa cible, on l'affiche clairement, et ensuite, on travaille ses offres. Le travail de l'offre, je regarde juste l'heure, je prie de m'excuser. Hop là, 15h35. Le 18h35. Le travail de l'offre, je vais accélérer. Le travail de l'offre, c'est un travail qui est essentiel et qui doit être basé, si vous avez déjà une activité sur le passé, comment vais-je évaluer ce que j'ai fait dans le passé pour savoir ce qui m'a rapporté de l'argent, pour connaître les marges brutes que vous avez pu avoir, les marges nettes, pour pouvoir se dire, ben, je suis conseiller en gestion de patrimoine, je me rends compte que ce qui m'a rapporté de l'argent, je raconte une bêtise, c'est la vente de tel ou tel produit. Donc concrètement, c'est ce produit-là que je vais réussir à mettre en avant à destination de la cible que j'ai déterminée. Faites super gaffe à ça. Moi, j'ai beaucoup de professionnels qui viennent chez moi, qui ont des cabinets avec un super chiffre d'affaires, des cabinets à plusieurs millions, qui ont pour première activité des activités qui ne sont pas rentables. Donc, ils ont 6 millions d'euros de chiffre d'affaires qui est fait sur une activité qui dégage 20% de marge nette. Alors qu'ils ont des activités en numéro 2 ou numéro 3 qui, de façon cumulée avec le centre de profit 2, centre de profit 3, réalisent 4 ou 5 millions d'euros de chiffre d'affaires avec des niveaux de rentabilité en marge nette à hauteur de 45%. Donc concrètement, les deux dernières activités, la numéro 2 et la numéro 3, rapportent deux fois plus que la première, qui représente la majorité du chiffre d'affaires. Donc on développe son activité sur une activité qui est par essence moins rentable que les autres activités. Donc faites hyper gaffe à ça. La façon de créer une offre, elle est assez simple en réalité. C'est que lorsque vous avez déterminé qui va être votre cible ou avec qui vous avez envie de travailler, ben, la meilleure méthode pour réussir à créer une offre, c'est d'aller interroger des professionnels qui correspondent à cette cible. C'est-à-dire que concrètement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller voir en leur disant bonjour monsieur, je reprends l'exemple de mon médecin cardiologue, bonjour monsieur le médecin cardiologue, je m'appelle Bertrand, je suis expert comptable et concrètement, je m'intéresse beaucoup au secteur de la cardiologie. J'ai d'ailleurs décidé de dédier mon activité à celle-ci. Je suis en train de faire une étude actuellement pour mieux comprendre quels sont les besoins des cardiologues pour réussir en réalité à cerner ce qu'ils attendent et cerner ce que je dois. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que ça a coupé. Est-ce que vous pouvez mettre un petit message dans le chat? Hop. Ah, mais super, pardon. Si ça n'a pas coupé, c'est nickel. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir savoir ce que veut mon cardiologue. Et donc, je vais le contacter en lui disant, voilà, monsieur le cardiologue, je fais une étude sur votre secteur d'activité. Ce qui m'intéresse, c'est de mieux vous comprendre et de mieux servir vos intérêts. Et donc, concrètement, est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions pendant 20 minutes? Ne vous trompez pas, le taux de réponse à ce genre de message est d'environ 20%. C'est-à-dire que pour faire une bonne étude, on appelle ça une découverte client. En anglais, vous trouverez ça sur du marketing, ce qu'ils appellent du customer discovery. Si ça vous intéresse, on pourra en parler à la fin. C'est pour réussir à faire une bonne étude qualitative, il faut que vous puissiez avoir au moins 50 entretiens que vous allez passer avec votre cœur de cible. Euh, ne pensez pas que ça va vous prendre du temps, etc. Oui, oui, ça va prendre du temps, mais en fait, ça va déterminer toute votre stratégie d'avenir. Mieux vaut perdre 50 heures avec des prospects qui n'ont pas envie de travailler avec vous, qui n'ont besoin de rien, qui sont pas finalement aussi intéressants que ce qu'il n'y paraissait, plutôt que de vous lancer sur un secteur d'activité où en réalité, vous allez vous rendre compte en travaillant avec eux que c'est l'enfer sur Terre. Donc, dépensez ce temps-là pour réussir à bien calibrer vos offres, à trouver les prix qui sont les prix les plus pertinents, potentiellement avec des cardiologues à les augmenter, hein. Moi, j'ai des clients qui, en fonction de la typologie de clientèle, augmentent leur prix du simple au triple. Donc ça, c'est hyper important. Passez du temps avec vos clients pour les comprendre et pour pouvoir leur proposer des choses qui vont être pertinentes pour eux.
Donc, sur la création de l'offre, vous avez bien compris que l'essentiel, c'était de pouvoir discuter avec sa clientèle cible pour réussir à la comprendre, à obtenir toutes les informations dont vous avez besoin pour vous permettre derrière de créer l'offre. Une fois que vous avez fait cette Customer Discovery, les gens que vous avez interrogés, vous n'allez pas les laisser dans la nature. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se montrer extrêmement intéressés par ce que vous proposez. Eh bien, eux, ça sera vos premiers clients de votre nouveau positionnement. Et c'est grâce à eux que vous lancerez votre activité. Ils vont être hyper contents de pouvoir y participer. Ils vont être hyper contents d'avoir été les bienfaiteurs de votre meilleure compréhension du marché cible que vous cherchez à adresser. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, pour construire une offre, on s'adresse à sa cible, on comprend les besoins de sa cible, on évalue les attentes de sa cible et grâce à ça, on a un premier schéma d'offre qu'on arrive à créer. Et nous, on le fait très souvent pour nos clients chez Libéral Conseil. Quand on a un cabinet qui veut lancer une nouvelle offre sur un secteur d'activité, on ne l'a fait pas plus tard que la semaine dernière pour deux clients. Un premier client qui veut lancer une offre à destination du secteur de la pharmacie. Donc, on est allé en rendez-vous avec des pharmaciens qui disposaient d'au moins deux officines de pharmacie. Et notre objectif, c'était de comprendre quels étaient leurs enjeux, comment est-ce qu'ils fonctionnaient, ce qu'ils recherchaient, etc. Et grâce à ça, on a pu constituer de la donnée et on va créer l'offre la semaine prochaine. Et on l'a fait également, où là, on a sorti l'offre sur le secteur de l'automobile pour un cabinet d'avocats qui cherchait à s'adresser au secteur de l'auto en fusion et acquisition, notamment sur les sous-marchés des équipementiers et des détaillants. Donc ça, c'est vraiment hyper important d'avoir la bonne méthode pour poser les questions pertinentes à la cible que vous allez adresser pour derrière bien constituer votre offre. Je suis désolé, j'accélère sur le sujet, parce qu'il est 41 et j'aimerais qu'on puisse avoir un peu de temps à passer ensemble. Donc, le premier point, on définit bien sa cible, on fait attention à ce que celle-ci ne soit ni trop large, ni trop petite, pour qu'on puisse avoir un positionnement qui soit à destination de cette cible et qu'elle permette de nous faire avancer. On choisit cette cible et ce segment de marché par rapport à son panier moyen. Une fois qu'on a choisi sa cible et que celle-ci est pertinente, dans ce cas-là, étape 2, pour réussir à constituer des offres qualitatives à destination de cette cible, on va aller l'interroger pour vraiment bien connaître cette cible et ensuite, on va créer une offre qui correspond aux enjeux de sa cible. Le dernier point, c'est un point qui est vraiment essentiel, qui est au cœur du positionnement et du modèle économique, c'est le prix et la façon de facturer que vous allez pouvoir proposer. Euh, la stratégie de prix, c'est vraiment un truc qui est très mal utilisé dans le secteur d'activité des experts comptables, où on voit des taux horaires vraiment qui sont très très faibles, et ça repose majoritairement sur la peur. Les experts comptables disent que ce sont les pratiques de marché, mais en réalité, j'ai vu avec certains de mes clients que c'était faux, que même en augmentant de 120 à 130% le prix du taux horaire, les offres continuaient à passer. Et donc, c'est vraiment une barrière psychologique qui est bloquée dans l'esprit du client. Chez les avocats, les problématiques sont un peu différentes. On est un peu bloqué sur du temps passé, sur du taux horaire. On arrive de plus en plus à faire du forfait, mais en fait, c'est un peu une régie d'heures. C'est pas vraiment un vrai forfait parce que si on dépasse trop, ben, on va redemander au client de payer. On n'est pas encore sur de la facturation à la valeur. Il y a quelques success fees qui sont mis en place chez les avocats, donc des honoraires de résultat. C'est la même chose chez les experts comptables, excepté sur les réductions fiscales ou sociales, parce que je crois que l'article 24 de l'ordonnance de 45 l'interdit. Mais en réalité, ça, c'est vraiment essentiel. Réussir à travailler sur son modèle de prix et son modèle de facturation, ça participe de façon globale au positionnement. Euh, Par exemple, un avocat qui se dirait, moi, en fait, je veux vivre un mandat d'intérêt commun avec mon client. Et donc, par définition, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, certes, un honoraire fixe, mais je vais aussi fonctionner au résultat. Ça montre que c'est un avocat engagé qui souhaite s'engager avec sa clientèle. Et ça participe au positionnement.
en disant, ben, moi, je suis un avocat à destination des boîtes dans le secteur de l'automobile qui font au moins 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et je m'engage auprès de mes clients. Et justement, vous le justifiez par cet honoraire de résultat qui est mis sur la globalité des opérations que vous allez pouvoir réaliser pour eux. Il y a vraiment plein de manières de fonctionner. On peut fonctionner à l'abonnement, ce qui peut signifier qu'on a envie de se lancer. Excusez-moi. Il y a vraiment plein de manières de fonctionner à ce niveau-là. Je suis désolé, j'ai un appel en même temps qui sonne dans mes oreilles. C'est pas hyper agréable. Hop là, pardon. J'ai réussi. Concrètement, il y a vraiment plein de manières de fonctionner sur la méthode de facturation et la politique de prix, mais sachez que c'est vraiment essentiel de pouvoir bosser dessus. Moi, j'ai des clients qui sont des cabinets d'avocats ou des cabinets d'expertise comptable qui ont un positionnement qui est extrêmement proche, mais une politique tarifaire qui est complètement opposée. Euh, Par exemple, un cabinet d'avocats comme le cabinet Darrois va traiter des clients qui peuvent être traités par d'autres cabinets. Par exemple, un cabinet comme le cabinet Advent Altana. Euh, la politique de prix va être complètement différente alors que le client peut être le même. Concrètement, un avocat chez Darrois va pas être loin de 1000 euros de l'heure, là où un avocat chez Advent Altana va peut-être être, avec les write-off, etc., à 400 ou 500 euros. Donc, on a un prix qui va du simple au double, ce qui fait que dans l'esprit du client, on ne donne pas les mêmes affaires au cabinet d'un roi que ce qu'on va donner au cabinet Altana. Le cabinet Altana aura potentiellement plus de volume, plus d'affaires, mais les opérations stratégiques à fort enjeu iront au sein du cabinet d'un roi. C'est assez mécanique et mathématique en réalité. C'est que dans l'esprit du client, étant donné que vous valez beaucoup plus cher, vous êtes sur des opérations beaucoup plus exceptionnelles. Vous êtes sur des opérations beaucoup plus stratégiques. L'exemple que j'aime donner pour justifier cet élément-là, c'est un exemple de la vie de tous les jours. Concrètement, si vous allez au travail en costume aujourd'hui, bah, en réalité, votre costume, vous allez l'acheter, je sais pas, entre 300 et 800 euros en fonction de votre marque favorite. Bah, peut-être que le jour où vous allez vous marier, vous n'irez pas chez votre marque favorite de costume de travail, mais vous irez chez un tailleur pour vous faire un beau tailleur sur mesure et que ça soit votre plus beau costume. Vous allez potentiellement tous les jours ou tous les 2 jours à votre boulangerie de quartier pour acheter du pain ou des gâteaux à vos gamins ou même pour vous-même, hein. Bah, le jour où vous vous marierez, peut-être que c'est pas à cet endroit-là que vous irez. Peut-être que c'est chez le pâtissier qui a fait des super gâteaux pour telle ou telle chose, parce qu'en réalité, c'est sur des opérations beaucoup plus importantes. Bah, sachez qu'un chef d'entreprise, ça résonne de la même manière. C'est que le courant est traité par quelqu'un et l'exceptionnel est traité par quelqu'un d'autre. Et ça dépend de la politique de prix. On a l'impression, nous, patrons d'entreprise, qu'en réalité, quand c'est plus cher, c'est que c'est mieux, c'est que c'est plus important. Mais on a tous la même impression. Le meilleur exemple de ça, c'est le dropshipping. On est capable de pouvoir acheter des produits 20 fois le prix initial parce que dans notre tête, le positionnement prix va définir la qualité ou l'absence de qualité d'un produit. Alors qu'en réalité, on n'en maîtrise pas les composantes techniques ou les qualités techniques. Et on a tous des idées en tête. C'est assez d'ailleurs marrant de voir ça. Moi, j'estime qu'une enceinte de qualité, c'est à partir de 300 euros. Mais ça se trouve, vous, une enceinte de qualité, c'est à partir de 1000 euros. Parce qu'en fait, vous êtes un mélomane, vous avez une oreille extrêmement fine et vous adorez la musique. Et donc, on n'a pas le même référentiel. Et puis, ça se trouve, pour quelqu'un d'autre, une enceinte de qualité, ça sera une enceinte à 30 euros parce qu'en réalité, bah, en fait, ce qui est important pour lui, c'est qu'elle puisse être portable, c'est qu'elle puisse avoir un niveau sonore qui soit suffisant et qu'importe qu'il puisse avoir telle ou telle base dedans. Et donc, pour chacun des produits de la vie quotidienne et chacun des services, on a toujours des prix en tête. Et donc, le prix que vous allez pratiquer et la façon dont vous allez le facturer va avoir un impact fort sur votre positionnement.
Je vais m'arrêter là et je vais conclure donc en résumant mes propos et après je vais vous laisser prendre la parole pour qu'on puisse échanger. J'espère que vous aurez des choses à dire et que je vous ai pas trop ennuyé. Donc concrètement, le positionnement est aujourd'hui essentiel dans un monde où l'information est librement accessible, que ce soit sur les moteurs de recherche, sur les moteurs IA, où en réalité on va pouvoir trouver plein d'informations. Il faut se différencier, il faut être singulier pour pouvoir être vu et pour pouvoir être perçu. Aujourd'hui, on ne peut plus être noyé dans la masse des 70 000 avocats français, des 22 000 experts comptables présents sur le territoire national. Il faut qu'on puisse se différencier pour pouvoir être trouvé et pouvoir proposer un service de qualité à la clientèle. Le positionnement, il doit être restrictif. Je dois choisir avec qui je veux travailler. Je dois renoncer avec ceux que je n'ai pas ciblés. Une fois que j'ai choisi avec qui je voulais travailler, je vais pouvoir créer des offres qui vont être en adéquation avec ce que recherchent mes clients parce que je vais directement architecturer et structurer mes offres avec eux. Donc, je vais construire ces offres-là. Une fois que ces offres vont être co-construites, je vais choisir mon positionnement prix pour faire en sorte de choisir soit d'être très haut, donc présent pour les opérations exceptionnelles, avoir un nombre de clients beaucoup plus limité, et derrière, ou derrière, je vais choisir d'avoir un prix de marché, ou je vais avoir un prix qui est inférieur au marché, auquel cas mon modèle économique va être différent, mes interactions clients seront moins importantes, mes automatisations en interne seront beaucoup plus fortes, et je vais aller sur un modèle low cost. Donc, il existe plein de possibilités. C'est vraiment à vous de vous amuser avec tout ça. C'est vraiment un jeu. C'est vraiment hyper sympa de faire tout ça. Et je vous invite vraiment à le travailler avant de pouvoir passer à la notoriété, à l'acquisition et à la conversion. Parce que si vous ne faites pas ça, tout ce que vous ferez a posteriori sera sans effet. Peut-être pas sans effet, mais en tout cas, ne produira que 1% ou 1 pour 1000 de ce que vous auriez pu obtenir avec un positionnement clair et affirmé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous permettre de réactiver vos